Aujourd'hui, je parle plus en mon nom, entre guillemets, que nom de Frost & Sullivan. C'est-à-dire que, en gros, je suis de près le secteur du transport et de l'énergie, mais je ne fais pas partie d'une entreprise qui est dans ces secteurs-là. Je ne fais pas non plus partie d'un lobby ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous donner une vision, et la vôtre était très factuelle, mais de rester très factuel. Donc je ne suis pas pour le nucléaire, je ne suis pas contre le nucléaire, je ne suis pas pour le renouvelable, je ne suis pas contre le renouvelable, je ne suis pas pour le pétrole, je ne suis pas contre le pétrole. Par contre, je suis contre le charbon, ça je vous le dirai. Et après, j'ai un petit garçon qui a 6 mois. Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des petits-enfants, et vous êtes peut-être préoccupés par leur avenir. Eux ne le sont pas encore, mais moi, je le suis pour lui. Donc, c'est par rapport à ses yeux que je vais essayer de partager avec vous quelques éléments sur l'énergie du futur. Et pour commencer par l'énergie du futur, quelques éléments sur l'énergie du passé. Alors, l'énergie du passé, on en a parlé. Tout à l'heure, on a vu des pourcentages. Là, vous avez des valeurs absolues. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Il faut déjà avoir en tête, comme vous le disiez, que 80% de l'énergie aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Gaz, charbon, pétrole. Donc il y a une règle de 80-20 sur les énergies. Il vous reste les énergies ensuite renouvelables et le nucléaire qui font les 20% restants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le cas aujourd'hui, mais qu'en 2040, ce sera toujours le cas. Ce sera peut-être 75%, ce sera peut-être un peu moins, mais ce sera toujours le cas. Et quand on s'intéresse aux énergies renouvelables, alors en français on ne fait pas la différence, en anglais on fait la différence entre les nouvelles énergies renouvelables, c'est l'éolien, le solaire et la géothermie, et les anciennes énergies renouvelables, qui sont la biomasse, le bois et l'hydraulique. Pourquoi elles sont anciennes? Parce que c'était l'énergie qu'on avait quand on n'avait pas de pétrole, c'était l'énergie notamment du Moyen-Âge. Et la règle des 80-20, elle marche aussi pour l'énergie renouvelable. 80%, c'est du bois et de l'hydraulique. Les 20% restants, c'est la partie verte en bas, c'est l'éolien, le solaire et la géothermie. Et donc ça va être, quoi qu'il arrive, difficile, avec la partie verte, de remplacer toutes les autres parties. Alors maintenant, si on parle un peu du charbon. Le charbon, c'est important, on sait tous que c'est l'énergie de la révolution industrielle. Il faut savoir que la consommation de charbon a perpétuellement augmenté, depuis toujours. Et notamment, vous le voyez ici, si j'arrive à utiliser le bip, ce qui n'est pas sûr, voilà. Ici, vous êtes en 2000, c'est l'accession de la Chine à l'OMC. Voilà. Donc ça, c'est la Chine. Vous l'avez ici. Et le charbon, qui, si tout se passe bien, devrait devenir la première énergie mondiale dans les 2-3 ans qui arrivent. Ce qui est une très mauvaise nouvelle par ailleurs. Vous avez ensuite le pétrole. Alors, les 30 glorieuses, vous l'avez ici. Voilà. Ça s'appelle les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'en 12 ans, vous avez 1 milliard de personnes qui ont pu s'acheter une voiture qui consomment du pétrole. Ça, c'est les 30 glorieuses. C'est les très beaux taux de croissance de l'économie que tout le monde cherche aujourd'hui. Ils sont là. Il suffit qu'à trouver du pétrole et on aura de la croissance. Alors, le charbon, un petit mot sur le charbon quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un peu préoccupé pour mon garçon de 6 mois. Parce qu'en fait, et je suis sûr qu'il y a des gens dans cette salle qui sont aussi préoccupés par les changements climatiques et les émissions de CO2. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a une cause, une action que vous pouvez faire, ça s'appelle le charbon. Il faut vous battre contre le charbon. Le charbon, c'est 40% de production d'électricité mondiale, donc la plus grande source de production d'électricité mondiale. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que malheureusement, on vit dans un monde made in charbon. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes économies mondiales, alors on parle beaucoup de la Chine, 80% de la production d'électricité au charbon, on parle un peu moins des États-Unis, 35% de l'électricité au charbon, et on parle beaucoup moins de l'Allemagne, 45% de la production d'électricité au charbon. Si un jour on veut avoir une bribe d'ambition de se battre contre le changement climatique, ça se passe là. Oui, mais le charbon, ce n'est pas cher. Et comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'ils utilisent le charbon et pourquoi ils sont à ces niveaux? Là, on parle des exportations sur le côté. Donc, c'est les 3 grands exportateurs mondiaux. Vous voyez une belle corrélation sur les 15 premiers exportateurs mondiaux. Parce que le charbon, c'est pas cher. Pourquoi est-ce que c'est pas cher, le charbon? Parce qu'on ne paye pas les externalités.
on ne paie pas les émissions de CO2, on ne paie pas les émissions de particules, et on ne paye pas la consommation d'eau. Donc, on utilise du charbon. Notre nouveau ministre, Emmanuel Macron, s'il veut faire la croissance, il faut qu'il aille sur le charbon. Parce qu'avec le charbon, moi je regarde ces petites économies-là, le carbone ne coûte rien à la tonne, la bourse s'est effondrée, au lieu de faire du gaz de schiste, il faut tout mettre sur le charbon. Alors maintenant, on va faire un petit jeu de rôle quand même, parce qu'on va essayer de réfléchir aux solutions qui existent. Vous êtes tous maires d'une ville en Chine, vous êtes tous dans cette salle maire d'une ville en Chine, et vous avez une ville qui est très polluée. Et ça, c'est bon, c'est le cas réel aujourd'hui. Et vous avez deux choix, donc je vous donne deux choix. Soit, je vous dis, vous avez le droit de limiter, restreindre l'accès des véhicules les plus polluants, ça c'est votre option. Soit, vous pouvez donner 5 000 € pour acheter une voiture électrique. Votre enfant a des problèmes de respiration. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne vous demanderai pas de me répondre, mais moi, j'ai choisi ma solution, c'est quand même de restreindre l'accès des véhicules polluants. Eh ben, pour le charbon, c'est pareil. Il faut juste restreindre l'accès du charbon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour restreindre l'accès du charbon? Parce qu'on a quand même ces gens-là qui ont quand même envie de beaucoup encore en consommer. Ben, c'est très simple, c'est la taxe carbone. Taxe carbone mondiale. Taxe carbone mondiale, c'est l'objectif de COP21 à Paris. Alors, on sait que taxe carbone mondiale, ça a peu de chances d'aboutir parce que les gens ne sont pas tous d'accord. Alors, on va faire ça au niveau européen. L'Europe des 27, 28, 29, j'ai perdu le compte. On fait ça au niveau européen. Européen, avec ce pays en rouge là, donc ça c'est l'Allemagne, ici vous avez la Pologne, c'est la proportion d'électricité au charbon, ça va être un petit peu compliqué. Eh bien, on peut faire ça à l'échelon d'un groupe de pays en Europe qui a pour intérêt de mettre en place une taxe carbone et de pouvoir la compenser à ses frontières. Ce serait extrêmement facile à mettre en place. Alors, parlons un peu de pétrole. Pourquoi est-ce qu'on utilise du pétrole, notamment dans nos voitures? Parce que c'est très dense, il y a beaucoup d'énergie dans le pétrole. 97% du transport, c'est du pétrole. 60% du pétrole consommé, c'est dans le transport. Et donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes tant qu'il y a du pétrole. Et alors là, j'aimerais expliquer le pic pétrolier en 1 minute, ça ne va pas être facile, mais je vais quand même tenter cette histoire. Parce qu'il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole. Et aujourd'hui, on nous dit toujours qu'il reste 40 ans de pétrole. Et donc finalement, les gens qui nous parlent de pic pétrolier, ils sont sympas, mais en fait, en 40 ans, la situation n'a juste pas changé. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'il y a 40 ans, il restait 40 ans de pétrole à 20 $, et qu'aujourd'hui, il reste 40 ans de pétrole à 120 $. Et quel est le problème du pétrole, finalement? C'est son prix. À combien ça nous coûte de l'extraire, et est-ce qu'on peut payer ça? Combien est-ce que l'économie mondiale peut se permettre de payer le pétrole? C'est à peu près entre 120 et 140 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le pétrole coûte plus cher qu'entre 120 et 140 $, il commence à détruire de la demande pour le pétrole, et donc de la demande pour sa consommation, et donc de la demande pour le PIB. Tout simplement, puisque vous avez une corrélation directe entre la consommation d'énergie et le PIB. Et quand vous étiez il y a 40 ans en Arabie Saoudite, vous plantiez une paille, 5 $, vous sortiez le pétrole. Vous allez demain aux États-Unis, vous plantez 2 pailles, une dans un sens, une dans l'autre, et là vous le sortez à 70 $. Vous allez au Kazakhstan, vous le sortez à 125 $. Et donc celui-là, a priori, on ne va pas le sortir parce qu'on ne pourra pas le payer. Et finalement, si nos amis qui vont s'intéresser à nos problèmes de croissance ont envie de faire un truc intelligent, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, ça va être difficile de faire de la croissance désormais. Et donc, on aurait tout intérêt à essayer de construire des budgets à l'équilibre stable, avec 0% de croissance, au lieu de s'entêter à toujours vendre 2%, sachant que depuis 10 ans, on sous-estime toujours d'au moins 1% la croissance annoncée. Alors parlons très vite du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Mais finalement, on n'a plus de pétrole, mais on a du gaz de schiste. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. En 2013, 40% de la consommation de gaz venait du gaz de roche-mère, dit gaz de schiste. Est-ce que c'est reproductible en Europe? Eh bien non, ça n'est pas reproductible en Europe. J'aurai malheureusement pas le temps de tout dérouler. Mais l'ordre de grandeur qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le gaz de schiste, si on se mettait à le développer en Europe, ça pourrait représenter à peu près 10% de la consommation européenne en 2030. La Russie, c'est 30%,
aujourd'hui. Gaz de schiste, 10% en 2030. Donc le gaz de schiste, ça peut être un appoint. Certains voient ça comme une énergie de transition, mais ça ne sera pas la seule ce ne sera pas la révolution qu'on a vécue aux États-Unis. Alors par contre, il y a un vrai problème de compétitivité, puisque les Américains paient leur gaz 2 fois moins cher que nous, et donc notamment les industries chimiques sont avantagées aux États-Unis. Comment faire pour régler ce problème de compétitivité? Eh bien là, la bonne nouvelle, c'est que François Hollande a trouvé la solution. La meilleure façon de résoudre le problème de compétitivité par rapport au prix de gaz, c'est de leur acheter. C'est de leur acheter pour pouvoir résoudre le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande et pouvoir faire remonter les gaz de schiste, les prix des gaz de schiste aux États-Unis à notre niveau. Alors si ce n'est pas le gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous me direz tous, les énergies renouvelables. Finalement, au Moyen-Âge, 100% de l'énergie était renouvelable. Alors intéressons-nous aux pays qui produisent le plus d'énergie à base d'énergie renouvelable. Alors vous voyez les pays industrialisés, ils sont plutôt à droite du graphique. Et là vous avez quand même des pays, qui sont l'Islande et le Costa Rica, qui sont à plus de 80% d'énergie renouvelable, qui sont de la géothermie et de l'hydraulique. Le problème, c'est bien un problème d'ordre de grandeur finalement. Parce que si vous vous intéressez à tous ces pays un peu significatifs, ça veut dire plus de 50 millions de tonnes d'équivalent pétrole de consommation par an, il n'y en a pas un seul, qui produit plus de 20% de son énergie à partir d'énergie renouvelable, à part le Brésil, qui est là, qui s'y est mis il y a 40 ans, et qui dispose, comme vous le savez, de beaucoup d'eau et de beaucoup de biomasse. Donc on le mettra dans le cas particulier. Donc en gros, en énergie renouvelable, soit vous êtes gâté par la nature, vous avez de l'hydrolien, vous avez de la forêt, de la géothermie, ou soit, si vous voulez vraiment produire beaucoup d'énergie à base d'énergie renouvelable, ben, la meilleure solution, c'est de ne pas la consommer. Vous divisez par 2, vous divisez par 3, vous divisez par 4 votre consommation d'énergie, et là, vous aurez un mix important de renouvelables. Il y a deux façons de le faire. Il y en a un, c'est la sobriété énergétique, et l'autre, c'est l'efficacité énergétique. Et pour finir, je voudrais juste évoquer ces deux leviers, parce que finalement, ce qui va nous arriver, c'est qu'on aura du mal, comme je vous l'ai dit en début de présentation, à remplacer toutes ces énergies fossiles, les 80%, par les 20% des 20%. Et donc, il va falloir consommer moins. Consommer moins, sobriété, efficacité. Je prends 2 exemples. Les 2 secteurs qui consomment de l'énergie, c'est le transport et c'est les bâtiments. Si je prends le bâtiment, qu'est-ce que c'est la sobriété dans le bâtiment? La sobriété, c'est, au lieu que ma température soit de 21 degrés, je la mets à 19 degrés. C'est de la sobriété. Qu'est-ce que c'est de l'efficacité? L'efficacité, c'est, au lieu d'être en t-shirt, je mets un pull. Je m'isole. C'est de l'isolation thermique. Vous pouvez isoler la personne et vous pouvez aussi isoler le bâtiment. C'est de l'efficacité énergétique. Le transport, premier consommateur de pétrole, qu'est-ce que c'est de la sobriété? La sobriété, c'est de ne pas rouler en voiture, c'est de rouler en vélo. Qu'est-ce que c'est de l'efficacité? C'est, au lieu de rouler en vélo, de rouler en vélo électrique. Comme ça, vous avez une petite batterie qui vous aide. Alors ça marche aussi avec la voiture. Vous pouvez rouler avec une voiture de 500 kg, au lieu d'avoir votre voiture qui fait 1,4 tonne, une voiture de 500 kg, c'est déjà plus sobre, parce que c'est moins confortable, c'est plus petit. Et après, vous pouvez lui mettre une petite batterie et un moteur électrique, comme ça elle est plus efficace, et vous pouvez diviser sa consommation significativement. Alors je me suis longtemps dit, 2 points que je veux, avant de finir, c'est que comme vous le voyez, le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des phénomènes de parc, c'est-à-dire que les voitures, eh bien, ça prend 20 ans à se renouveler, et les logements, c'est plutôt 100 ans. Et donc, si on veut pouvoir mettre en place des solutions intelligentes, il faut aller sur des solutions qui sont sur le parc. C'est-à-dire vendre des nouvelles voitures électriques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Faire des bâtiments à énergie positive, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller sur le parc, faire de la rénovation thermique, limiter la température, limiter la vitesse sur les routes, c'est une façon d'agir sur le parc, mettre en place une taxe, on ne va pas dire une taxe, c'est un bonus-malus sur le poids et la puissance des voitures, vous agissez sur le parc, et mettre un pull, vous agissez aussi sur le parc de 65 millions de Français, c'est extrêmement efficace. Alors, souvent on dit, finalement, l'Europe, ils ne font pas grand-chose sur l'énergie. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Avec la Russie, ils s'en sont peut-être rendus compte. Figurez-vous que l'Europe, en fait, ils sont extrêmement efficaces sur l'énergie, et ce sera mon mot de conclusion,
Parce que si vous prenez un pays comme la Grèce, ils ont baissé leur consommation d'énergie de 20%. Ils ont baissé leur consommation d'énergie de 20%. Alors, dans notre monde, il y a des gens qui appellent ça l'austérité, il y a des gens qui appellent ça de la décroissance, il y a des gens qui appellent ça de la sobriété, et de l'autre encore de l'efficacité, mais à la fin de l'histoire, le résultat est le même. La consommation a baissé de 20%. Merci. Merci.